cette mission. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, quelques mots d'abord sur le modèle social français. Nous y consacrons des moyens importants, c'est vrai. Des marges de progrès, des gains d'efficience sont-ils possibles? Sans doute. Mais nous n'avons pas à rougir de notre système de protection sociale, ni à craindre les comparaisons, bien au contraire. C'est ce que montre d'ailleurs bien notre rapport. D'abord parce que son efficacité redistributive est incontestable. L'importance des transferts sociaux traduit en effet un choix de société avec la volonté de lutter contre les inégalités qui sont bien plus faibles que dans un certain nombre d'autres pays. Dans le domaine social, les performances de la France sont souvent supérieures à la moyenne de l'OCDE. C'est vrai par exemple pour le dynamisme démographique, la natalité ou l'espérance de vie. Au cours de nos déplacements, nous avons d'ailleurs pu mesurer combien certains de nos dispositifs sont enviés en Europe, y compris en Allemagne, pour ce qui concerne notre politique familiale. Nos performances peuvent toutefois être améliorées, en particulier en matière de taux d'emploi, de retour à l'emploi de qualité, pour les femmes notamment. Michel Heinrich vient de l'évoquer. Et nos résultats dans ces domaines-là sont clairement moins bons. Mais nous pouvons aussi faire mieux concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Dans notre rapport, nous préconisons de développer l'expérimentation dans le champ social, qui est une pratique bien plus fréquente en Suède ou au Royaume-Uni. Par exemple, en définissant un programme pluriannuel d'expérimentation, en s'inspirant des politiques locales, en débattant ici régulièrement de leurs résultats, en renforçant l'évaluation et en y associant très largement les parties prenantes. Il y a donc là très clairement un levier structurant d'amélioration de la performance de nos politiques sociales. Mesdames les ministres, depuis l'expérimentation concernant le RSA, sous l'impulsion de Martin Hirsch, pouvez-vous nous dire quelles actions ont été engagées dans ce domaine et quelle suite vous entendez donner à nos préconisations en matière d'expérimentation et d'évaluation des politiques sociales? J'en viens maintenant à la question des politiques d'articulation entre famille et travail ou d'équilibre des temps. Comme nous l'affirmons dans notre rapport, les politiques visant à favoriser cette articulation sont facteurs de performance et de compétitivité au niveau macroéconomique, tout d'abord, à travers un impact positif sur la natalité, je l'ai déjà dit, le taux d'activité, l'emploi et donc sur la croissance et les comptes sociaux. Mais aussi au niveau des entreprises, facteurs de performance car contribuant à prévenir les risques psychosociaux, facteurs de performance en améliorant les résultats professionnels et la qualité de l'emploi, et aussi en fidélisant la main-d'œuvre. En Europe, la France se distingue par de bons résultats dans le domaine de la politique familiale, en particulier la fécondité, l'insertion professionnelle des femmes qui se fait plutôt à temps plein, ou encore l'excellente prise en charge des moins de 6 ans dans les écoles maternelles. Autre point fort, une certaine stabilité dans le temps des aides apportées aux familles, contrairement par exemple au Royaume-Uni. Il existe néanmoins des voies d'amélioration pour mieux répondre aux difficultés parfois ressenties par les parents. En particulier, des efforts significatifs ont été réalisés pour développer l'offre de garde diversifiée. Mais ils doivent être poursuivis et amplifiés. Je rappelle que les besoins non couverts sont estimés à environ 350 000 places, et ce, dans un contexte de diminution de la scolarisation des enfants de 2 ans, qui est passée en une décennie de l'ordre d'un tiers à 13%. Or, l'accès à des modes de garde de qualité et financièrement abordables présente des enjeux majeurs en termes d'emploi, bien sûr, mais aussi de réussite scolaire et de lutte contre les inégalités sociales. Nous demandons donc le maintien, au moins au niveau actuel, du taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Quelles mesures le gouvernement pense-t-il pouvoir prendre en ce domaine? Plus largement, et par rapport à des pays tels que la Suède, des progrès restent à faire pour soutenir l'emploi des mères et lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Une étude récente de l'OFCE montre qu'une cohorte d'hommes dans la tranche des quarantenaires gagne 17% de plus qu'une cohorte de femmes ayant les mêmes caractéristiques, l'essentiel de cette différence de salaire, 70%, restant inexpliqué. Je rappelle qu'en Europe, plus de 6 millions de femmes de 25 à 49 ans se déclarent contraintes à l'inactivité ou au temps partiel en raison de leur responsabilité familiale, du fait notamment des difficultés liées à la garde des enfants. Comment pourrions-nous nous satisfaire de cette situation? Si je veux résumer la philosophie de notre rapport, nous souhaitons offrir plus de temps de famille aux pères, mais aussi de meilleures opportunités de carrière aux mères. Un congé parental long éloigne durablement les femmes du marché du travail et a des conséquences sur leur trajectoire professionnelle. C'est pourquoi nous proposons d'aller progressivement vers un congé parental plus court, de 14 mois, mieux rémunéré, à hauteur de 2 tiers du salaire antérieur, en s'inspirant en particulier
de ce qui existe en Suède et en Allemagne depuis une réforme récente. Nous proposons également d'instituer une période de 2 mois d'égalité réservée à l'un des parents, comme cela existe dans plusieurs pays en Europe. À l'heure où l'on parle tant du modèle allemand, alors chiche, je pense à la qualité, par exemple, du dialogue social dans ce pays, mais aussi à cette réforme du congé parental dont nous avons pu constater l'impact très positif, en particulier sur l'implication des pères. En Allemagne, 25% des pères ont recours au congé parental, en France, c'est 3%. De fait, les dispositifs visant à favoriser l'articulation famille-travail concernent essentiellement la petite enfance. Mais l'on ne cesse pas d'être parent quand son enfant rentre à l'école primaire. C'est pourquoi des mesures sont aussi nécessaires pour favoriser le développement des bonnes pratiques en milieu professionnel et promouvoir ainsi un meilleur équilibre des temps tout au long de la vie. En vue de favoriser une paternité active et un véritable partage des tâches familiales, les entreprises doivent apprendre à repenser l'organisation du travail. Nous formulons là encore plusieurs propositions concrètes en ce sens, concernant notamment les accords de branche sur l'égalité et le rôle de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous posons aussi la question de la mixité au sein des comités de direction dans les entreprises. Madame la secrétaire d'État, partagez-vous ces préoccupations? Enfin, un mot sur les familles monoparentales, qui sont particulièrement exposées au risque de pauvreté. Il nous semble nécessaire d'améliorer l'accompagnement des parents isolés en situation de vulnérabilité, dans le cadre notamment d'une expérimentation à la lumière de certaines pratiques observées en Allemagne ou au Royaume-Uni. Y seriez-vous favorable et quelles mesures sont, le cas échéant, envisagées dans ce domaine?